remercions très chaleureusement donc, les deux organisateurs, Guilhem Golphin et Grégoire Pupin, pour avoir organisé cette journée sur un thème évidemment essentiel. Et donc moi je vais vous parler donc d'eugénisme et de transhumanisme, et vous allez vous rendre compte assez vite que en réalité, sans qu'il y ait eu de préméditation, mon intervention va assez bien, à mon sens, s'emboîter avec ce que nous avons déjà dit et entendu depuis ce matin. Alors, il a été question d'une définition de l'eugénisme, je n'y reviens pas. En revanche, il a été aussi un peu question du transhumanisme, et je voudrais ici insister sur deux choses en préambule. D'une part, c'est sur le fait que ce vocabulaire appartient très directement à notre actualité. Aujourd'hui, c'est un mot qui est employé, et assez régulièrement d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas il y a ne serait-ce que 3 décennies, même si le terme évidemment existait, je vais y revenir. Et deuxième élément, aujourd'hui, lorsque l'on consulte par exemple l'Association française transhumaniste, on observe que les premiers mots qui viennent sur leur site, vous pouvez vous y référer, pour définir le transhumanisme, c'est l'homme augmenté. Aujourd'hui, l'heure est à l'homme augmenté, alors avec des majuscules d'ailleurs, à homme et à augmenté. Et que lit-on sur ce site? Je les cite. L'être humain peut devenir plus humain grâce à la technologie. Alors, qu'est-ce que va être cet homme qui peut devenir plus humain grâce à la technologie? C'est une vie plus longue, davantage d'intelligence et de créativité. Alors, je vous laisse méditer sur cette définition, mais ce que j'en retiendrai surtout, et là-dessus je suis ce que dit d'ailleurs l'Association française transhumaniste, c'est l'idée que l'humain peut être augmenté par la technologie. Autre mot qu'on n'a pas encore directement employé depuis ce matin. Donc homme augmenté, technologie, on voit bien que le vocabulaire au XXIe siècle n'est pas tout à fait le même que celui qu'on observait pour le XXe siècle. Alors, ce XXe siècle, justement, revenons-y. Revenons-y pour souligner que ce terme transhumaniste, il a une histoire qui remonte à plusieurs décennies, puisqu'au fond, on peut considérer que ce mot transhumaniste a aujourd'hui près d'un siècle. Pas tout à fait, mais pas loin. Alors, je n'y reviens pas ce matin, on lit souvent, on entend régulièrement que le mot transhumaniste aurait été employé pour la première fois par Julian Huxley, dont il a beaucoup été question ce matin et sur lequel je vais revenir aussi. Julian Huxley, donc, qui aurait utilisé ce terme, donc après la Seconde Guerre mondiale, durant les années 1950. En réalité, sans remonter jusqu'à Dante, il y a toute une série de débats, donc, j'anticipe déjà une question et un échange que j'ai eu avec une des personnes qui assistent au colloque. Sans remonter jusqu'à Dante, le mot transhumaniste, est un mot très clairement de l'entre-deux-guerres, que l'on peut dater de l'extrême fin des années 30, et on en connaît même d'ailleurs le promoteur. Alors, qui est cet homme, qui est ce promoteur? Ce promoteur, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean Coutreau. Jean Coutreau, qui était né en 1895 et qui était décédé en 1941. Alors, ce personnage, je le connais, j'allais dire, assez bien, puisque j'y avais consacré ma thèse, mais je n'avais absolument pas consacré ma thèse à Coutreau à l'époque à cause du transhumanisme. Pas du tout. En fait, qui est Jean Coutreau, polytechnicien, ingénieur, spécialiste en rationalisation, c'est un grand disciple de Taylor. C'est quelqu'un qui a été non pas le fondateur, mais un des tout premiers fondateurs en 1931
du groupe, ce qu'on appelait le groupe X-Crise. Alors ce groupe X-Crise réunissait un certain nombre de polytechniciens qui entendaient, en tant qu'ingénieurs économistes, réfléchir aux causes et aux conséquences de la crise économique qui frappait la France à l'époque. Et je rappelle que la crise économique a en réalité principalement frappé la France à partir de l'automne 1931, c'est-à-dire après la dévaluation de la livre, et pas en 1929, après le krach de Wall Street. Et à travers le groupe X-Crise, Jean Coutreau et un certain nombre d'autres se sont avérés être des promoteurs du planisme, de l'économie dirigée, et Coutreau lui-même et un certain nombre d'autres ont commencé à illustrer la montée en puissance des technocrates dans la France des années 30 en participant à l'activité d'un certain nombre de cabinets ministériels avec Pierre Laval en 1935, Léon Blum par la suite et pour un certain nombre d'entre eux jusqu'à Vichy sous l'occupation, donc par la suite et au-delà. Donc on est au fond avec Jean Coutreau principalement dans une logique technocratique rationalisatrice. Mais ce personnage, tout en étant un technocrate, rationalisateur, ingénieur économiste, n'est pas uniquement que cela. Et cet homme avait écrit en 1935 un livre publié chez Grasset qui s'intitulait De quoi vivre. Et ce livre, à peu près inconnu, ce livre a été, à mon sens, dans la construction de la personnalité de Jean Coutreau, absolument essentiel, parce que c'est à partir de 1935 que Coutreau envisage de garder évidemment son identité de technocrate, même si à l'époque on appelle ça technicien, d'ingénieur, économiste, mais il garde cela, mais il veut surtout se lancer dans autre chose, dans un projet beaucoup plus ambitieux que la rationalisation des entreprises, de l'économie et de l'État. C'est ce qu'il appelle la rationalisation universelle. Il avait déjà commencé à forger l'idée au début des années 30, et pour ce faire, il va mettre sur pied une entité qui s'appelle le Centre d'études des problèmes humains, le CEPH. Et ce Centre d'études des problèmes humains, j'y reviendrai, il est à l'origine, très directe, de la Fondation pour l'étude des problèmes humains de Alexis Carrel. L'affiliation est tout à fait claire, non contestable, et mon collègue historien Alain Drouard l'avait très bien montré. Alors, ce Centre d'études des problèmes humains, qu'est-ce qu'on peut en retenir? Parce que c'est là où Coutreau va forger le transhumanisme. Ce Centre pour l'étude des problèmes humains, il est créé avec un comité de patronage assez prestigieux, où on croise des noms qu'on a déjà évoqués ce matin. J'en citerai principalement deux. Aldous Huxley, le frère de Julian, dont les Coutreau sont des amis intimes. Je veux dire par là qu'ils passent leurs vacances ensemble, etc. Ce sont des gens qui se connaissent très très bien. Coutreau a cité Julian, dont il avait lu notamment un des livres traduits en français. Je n'ai jamais vraiment réussi à savoir si les deux hommes s'étaient rencontrés, mais on peut quand même considérer que le terme de transhumanisme a pu être amené à Julian par Aldous. Ça ne me paraît pas relever d'une conjecture totalement aberrante. Autre personnage très important, Alexis Carrel. Alors Alexis Carrel, qui vient de publier L'Homme c'est inconnu, L'Homme c'est inconnu, dont je rappelle qu'il s'agit d'un ouvrage qui connaît un succès mondial. Je pèse mes mots. On dispose aujourd'hui, à travers un très beau livre, très documenté d'Étienne Le Picard, d'un travail tout à fait fascinant sur la réception du livre de Carrel. Et Carrel, dont d'aucuns ont raconté qu'il avait rencontré Coutreau, etc. Non, pas du tout. Carrel, il est à ce moment-là aux États-Unis, il peut être à Saint-Gildas, mais en l'occurrence, il n'est pas à l'abbaye de Pontigny, je vais y venir dans un instant, mais Carrel, et L'Homme c'est inconnu, marque très profondément les contemporains, et marque Coutreau, et avoir évidemment Carrel dans ce centre d'études des problèmes humains, c'est évidemment pour Carrel très important. Alors, il y a d'autres personnalités qui gravitent dans ce centre pour l'étude des problèmes humains, des psychologues, des psychanalystes, René Allenby, etc. Je pourrais vous donner la liste exacte de tout cela.
Mais il y a l'historien d'Henri Faucillon aussi, il y a toute une série de gens qui sont là, et ce centre d'études des problèmes humains, il va organiser, dans un lieu qui est très important pour l'histoire intellectuelle de la France de l'entre-deux-guerres, l'abbaye de Pontigny, il va y organiser non pas les décades de Pontigny, dues au philosophe Paul Desjardins, existaient depuis un certain nombre d'années. Coutreau a d'ailleurs même participé à une décade. Mais lui, il ne se sent pas très à l'aise dans les décades. Paul Desjardins est d'ailleurs vieillissant, et il s'entend avec Paul Desjardins pour organiser ce qui va s'appeler les entretiens de Pontigny. Et les entretiens de Pontigny ont lieu en général 2 fois par an, et Coutreau donc, est le véritable maître d'œuvre. Le maître d'œuvre de ces entretiens de Pontigny, et c'est à Pontigny, dans le cadre de ces entretiens, qu'il va poser les bases du transhumanisme. Et d'ailleurs, en 1939, promettre la rédaction d'un précis du transhumanisme qui n'a jamais véritablement vu le jour, mais le terme est constamment mis en avant. Et dans le cadre de ces entretiens de Pontigny et de ces débuts du transhumanisme, il faut, parmi les nombreuses références que mobilise Coutreau, insister sur l'une d'entre elles, qui est absolument fondamentale, c'est Teilhard de Chardin. Pierre Teilhard de Chardin n'est pas à Pontigny, ne peut pas être à Pontigny, évidemment, à ce moment-là. Ces textes ne sont pas publiés. En particulier, le texte que Coutreau fait grand cas, c'est l'énergie humaine. L'énergie humaine va être publiée plus tard, mais, vous le savez sans doute, les textes de Teilhard circulent depuis un bon moment, depuis la fin des années 20, et alors, bon, j'aurais quelques idées, s'il y en a vraiment qui s'intéressent, pour essayer de comprendre comment Coutreau a pu récupérer ces textes. Je n'ai pas de preuves formelles, mais ces textes, il les a. Et l'énergie humaine, elle est lue, commentée, alors lue dans un état, par Coutreau, dans un état presque extatique. C'est ce que disent les contemporains, notamment des textes de Sauvy, etc. Alfred Sauvy, un démographe, on retrouve à l'INED, qui est très proche de Coutreau depuis X-Crise, et Coutreau fait grand cas des thèses de Teilhard, et c'est à partir de là qu'effectivement il pose ses bases du transhumanisme. Coutreau est un évolutionniste affiché, je vais vous citer, je ne vais pas abuser des citations, mais vous allez comprendre tout de suite. Il explique par exemple en mai 1939, en posant ce qu'il appelle les bases du transhumanisme, 2 choses. 1, l'homme s'est transformé, il est transformable et il se transformera. On a un discours évolutionniste tout à fait clair, et Coutreau, convaincu que l'invariant de l'humanité, c'est la raison, on considère que la raison est universelle, et il ajoute « Les hommes de toutes couleurs, sur toutes les latitudes et longitudes dans le domaine rationnel, se mettront vite d'accord. » Et le transhumanisme, pour lui, alors, il ne cite pas directement Georges Sorel, mais il le connaît, alors il le connaît assez superficiellement, hein, comme souvent, mais il considère que c'est un mythe du XXe siècle. Alors d'aucuns pourraient voir une référence à Rosenberg, mais non, c'est pas une référence à Rosenberg, c'est une référence à Georges Sorel, un mythe du XXe siècle, formidablement mobilisateur. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Jean Coutreau, on n'a pas seulement affaire à un technocrate. Quand j'ai publié ma thèse, j'avais un petit idée, je vais changer le titre d'ailleurs de la thèse, qui était très universitaire au départ, et c'était devenu, le livre, Jean Coutreau, de l'ingénieur au prophète. Il y a chez Jean Coutreau une dimension prophétique. C'est absolument incontestable chez lui, et qu'est-ce qu'il veut faire? Et il l'explique. Hein, il a le mérite de ce point de vue d'écrire. Il faut, je le cite, dériver le sentiment religieux. Alors on retrouve quelque chose qu'on a déjà entendu à propos d'Huxley tout à l'heure. Hein, dériver le sentiment religieux vers le seul Dieu que nous pouvons peut-être adorer. Et ce seul Dieu, c'est, je cite toujours Coutreau, celui que nous présentons à travers notre espèce. Donc là, on retrouve évidemment toute l'influence de Teilhard. Revu par Coutreau, l'adoration, le Dieu, l'espèce. Et de ce point de vue, lorsque
Coutreau s'exprime à Pontigny. Bon, je ne suis pas sûr que forcément tous ses contemporains mesurent exactement ce qu'il a en tête, et j'y reviendrai dans un instant. En réalité, ce qu'il propose, dans l'esprit des contemporains, s'intègre parmi les multiples projets chers à l'entre-deux-guerres d'Homme Nouveau. Et je dirais qu'on mesure tout l'intérêt, à mon sens, de Coutreau quant à la postérité, justement, que représente ce transhumanisme, même si vous voyez bien que le transhumanisme de Coutreau, ayant utilisé Teilhard, est un peu différent de l'homme augmenté par la technologie. Attention, de ce point de vue, à des raccourcis quand même trop réduits. Alors, je vous le disais, ces discours sur le transhumanisme pèsent assez peu dans l'entre-deux-guerres pour les contemporains. Ils se rattachent, en revanche, je vous le disais, à toutes ces questions de l'homme nouveau. Et ce que je vais vous montrer dans cette présentation en deux temps, c'est d'abord qu'il y a effectivement, à travers ce transhumanisme de l'entre-deux-guerres, au fond, un évolutionnisme entendu comme un eugénisme, assurément, avec cette idée d'homme nouveau, et vous allez voir comment elle peut se combiner à différents projets de l'époque. Ce sera mon premier point, l'entre-deux-guerres, et ensuite j'évoquerai les défis contemporains posés par le transhumanisme. Alors, durant l'entre-deux-guerres, l'homme nouveau fait recette. L'homme nouveau fait recette partout dans les régimes totalitaires, l'homme nouveau fasciste, nazi, communiste. Je ne vais pas, il y a une revue technocratique qui s'appelle L'Homme Nouveau de Jean-Claude Titi, il y a énormément d'exemples. Ce qui m'intéresse ici, c'est de relier la question de cet homme nouveau à la question de l'homme augmenté au transhumanisme. Et là, je ne vais pas vous le cacher, je m'appuie quand même sur un certain nombre de contributions d'un ouvrage que j'ai co-dirigé avec Franck Damour et David Dohat, paru chez Hermann, et intitulé donc L'homme augmenté en Europe, rêve et cauchemar de l'entre-deux-guerres. Et un certain nombre de collègues universitaires, issus d'ailleurs de différentes spécialités, ont proposé un certain nombre d'études justement sur cette question de l'homme augmenté, et moi je vais essayer de vous synthétiser un petit peu les choses. Alors, à quoi finalement fait-on référence à l'époque? Premier élément intéressant, c'est que on est en présence, je vous le disais, d'un phénomène qui n'est pas spécialement français, mais qui est au moins européen et même transatlantique. Première version, on en a déjà parlé un tout petit peu, c'est tous les débats sur le technofuturisme. Ce matin, il a déjà été question des personnages de Haldane et des personnages de Huxley. On les retrouve très directement ici. La question de l'ancrage britannique est extrêmement intéressante. En 1923, par exemple, Haldane, biologiste marxiste, avait prononcé à Cambridge une conférence tout à fait intéressante où il prophétisait pour 2073 l'avènement de ce qu'il appelait le sélectionnisme. Alors, qu'est-ce qu'était le sélectionnisme pour Haldane? C'était une procréation faite par ectogénèse, l'embryon puis le fœtus se développant dans un utérus artificiel. Alors, évidemment, en 1923, ça paraît tout à fait, évidemment, hors de propos en termes de réalisation. Je ne parle pas des réalisations futures, j'attirerai votre attention. Simplement, on parlait ce matin d'Aldous Huxley, du meilleur des mondes. Huxley, qui évidemment connaissait parfaitement les textes d'Haldane, a repris, adapté cette prophétie d'Haldane, cette prédiction d'Haldane, ou ce souhait d'Haldane d'ailleurs, dans le meilleur des mondes. J'ai évoqué Haldane, un petit mot sur Huxley, pour citer un texte qu'on n'a pas encore évoqué, enfin, je ne crois pas, un texte célèbre d'Huxley de 1934, donc de Julian, pas d'Aldous, qui s'intitule « If I Were a Dictator », si j'étais un dictateur. Alors, texte extrêmement intéressant, qu'il ne faut pas non plus caricaturer, comme souvent.
parce que vous savez, souvent les gens se contentent du titre. Le contenu est quand même plus subtil que, n'imaginez pas, Julian Huxley en Fureur, voilà, ou en Joseph Staline. C'est un peu plus compliqué que ça. On rappelait ce matin qu'il avait effectivement participé au mouvement Fabian, qu'il était effectivement lié au mouvement fabien. Et de ce point de vue, ce qui est intéressant, c'est surtout de rattacher ce discours d'Huxley, qui se veut un humanisme scientifique. Alors là, le terme nouveau est constamment employé, le terme humanisme également. Coutreau, il est promoteur d'un humanisme économique. Enfin, je pourrais y revenir en détail. Voilà. Donc l'humanisme scientifique de Huxley, il a beaucoup plus à voir avec tous les projets planistes de l'entre-deux-guerres qu'avec un système, évidemment, qui serait celui d'un régime totalitaire, mais la dimension du plan est extrêmement importante, le rôle de l'État est extrêmement important, et ce qui est notable, c'est que ces discours et ce fameux texte, If I Were a Dictator, ce texte de Huxley rencontre des soutiens, des gens dont on a parlé, notamment Wells, qui trouve tout cela fort intéressant, mais également des refus, notamment Lewis ou Tolkien, qui s'inquiètent de ces propositions de Huxley et qui dénoncent son culte de la technologie. Le technofuturisme des biologistes, alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, je fais une petite incise quand même. Ce matin, on disait Julian Huxley, biologiste, grand biologiste. Il a été biologiste dans sa jeunesse. Après, il a quand même beaucoup moins fait de biologie. Hein. C'est quand même comme Jean Rostand, si vous voulez. Là, je m'abrite derrière des spécialistes d'histoire des sciences, que je ne suis pas. Mais bon, il a beaucoup fait dans la vulgarisation, dans le discours sûr, etc. C'est quelqu'un qui a quand même abandonné le laboratoire, j'allais dire, assez rapidement. On voit d'ailleurs mal, vu son emploi du temps, comment il aurait pu tout concilier. C'est une parenthèse, mais c'est quand même important. Alors, ce technofuturisme des biologistes n'est pas le seul à devoir être pris en compte pour saisir justement la diversité de ces discours prétendant élever l'homme au-delà de sa condition naturelle. On a parlé ce matin, il y avait une question d'ailleurs qui était posée sur le lien science, spiritualité, etc. Alors là, on retrouve évidemment l'importance des cosmistes russes. Vous direz-vous que viennent faire les Russes dans notre histoire? Les Russes, ils sont tout à fait essentiels pour nous, parce que ces cosmistes russes, ils jouent un rôle très important, d'autant plus notable qu'un certain nombre d'entre eux, non seulement ont voyagé en Europe occidentale, mais étaient installés en France. En France, donc, pendant les années 1920, par exemple, le futur prix Staline de 1943, Vernadsky, est installé à Paris entre 1922 et 1925. C'est un minéraliste, c'est un promoteur de la géochimie, et il rencontre le philosophe Édouard Leroy. Il va récupérer chez Édouard Leroy le terme de noosphère, sur lequel il va écrire, ce même terme de noosphère, popularisé ensuite par Teilhard de Chardin. Et là, il y a tout un travail, je ne vais pas rentrer dans les détails et multiplier les références, mais c'est tout à fait intéressant, parce qu'en réalité, même quand Teilhard parle de noosphère, en réalité, Teilhard recycle, adapte quelque chose qu'il a entendu, encore une fois, et qui a été publié par Vernadsky sans véritable succès. Alors, Teilhard, d'ailleurs, à l'époque, ne peut pas vraiment s'exprimer très librement, puisque jésuite, paléontologue, vous le savez, il est en froid avec Rome, il ne peut pas publier ses textes, mais ces textes, il les écrit et il les diffuse. Alors, de ce point de vue, c'est intéressant parce que la noosphère compte dans ce projet transhumaniste. On a vu à quel point Teilhard comptait. Teilhard a compté beaucoup trop, c'est même une référence fondamentale, mais, je le disais ce matin, Teilhard a également beaucoup compté pour Julian Huxley, puisque Julian Huxley préface à la fin des années 1950 la version anglaise du phénomène humain, qui paraît en Angleterre.
C'est un ouvrage qui a quand même, alors là pour le coup, considérablement marqué en France et en Europe après 1945. Et l'UNESCO, en 1965, on parlait de l'UNESCO, l'UNESCO a célébré en grande pompe le 10e anniversaire de la mort de Teilhard et a souligné toute l'importance de la figure de l'ultra-humain. Donc vous voyez bien qu'il y a un pont qui s'opère entre l'avant-guerre et l'après-guerre. Autre élément important de cet homme augmenté dans l'entre-deux-guerres, c'est les moyens, la chirurgie. On n'a pas encore parlé de chirurgie depuis ce matin. Mais c'est un élément très important. Parce que comment on augmente l'homme? On peut réfléchir et dresser des vastes projets. Il y a un certain nombre de médecins, on a peu parlé des médecins, qui jouent un rôle dans cette histoire extrêmement important. Alors, comme souvent, les guerres, vous le savez bien, les guerres débouchent sur des progrès substantiels en médecine. Et d'ailleurs, Carrel lui-même doit son prix Nobel, si je puis dire, et ses travaux d'ailleurs importants, à un certain nombre de choses sur les tissus, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. Pourquoi est-ce que la Première Guerre mondiale est importante? Parce que la Première Guerre mondiale a débouché, et c'est logique, sur une chirurgie réparatrice, à travers les prothèses. Et il y a un élément qui est très important chez Jean Coutreau, à savoir, c'est que ce jeune polytechnicien, qui rentre à l'X en 1913, donc qui n'a pratiquement pas fait de scolarité à l'X, se retrouve, comme les jeunes hommes de sa génération, embarqué dans cette Première Guerre mondiale, et il est très grièvement blessé à Craonne en 1915, il va perdre une jambe, et c'est lui-même d'ailleurs qui va s'appareiller, etc. Donc, il y a chez Coutreau, si vous voulez, toute cette réflexion aussi sur la prothèse, et on le sait d'ailleurs à propos des anciens combattants, souvent ce sont des gens qui vont commencer à se fabriquer leurs propres prothèses, en particulier des jambes artificielles, etc. Alors, au lendemain de la Première Guerre mondiale, la prothèse fait partie de la chirurgie réparatrice. Jusque-là, j'ai envie de dire, c'est tout à fait logique. Mais au fur et à mesure que l'on passe de l'économie de guerre à l'économie de paix, se pose quand même la question de l'adaptation ou de la réadaptation, notamment d'un certain nombre de travailleurs à l'emploi. Je ne vais pas revenir sur les débats récents sur les handicapés. J'ai suivi ça il y a quelques jours, avec quelques propos un peu curieux. Mais en l'occurrence, c'est tout ce qui se met en place autour de l'organisation scientifique du travail, comment est-ce que les gens peuvent travailler, peuvent pas travailler, et on met sur pied toute une série de méthodes pour qu'un certain nombre d'anciens combattants de la Première Guerre mondiale, blessés, appareillés, etc., puissent travailler à la chaîne. Jusqu'alors, vous allez me dire, où est passé le transhumanisme? Bien sûr que ça n'a pas un rapport direct. Sauf que cette chirurgie réparatrice va inspirer différentes réflexions. Sous Weimar, vous avez d'abord un certain nombre d'artistes qui vont être extrêmement critiques devant cette transformation, en disant, mais en réalité, ces gens, vous êtes en train de leur proposer des membres pour les réparer, en réalité, vous ne les réparez absolument pas, et vous avez toute une série de toiles, d'ailleurs très intéressantes, de combattants qui se rêvent avec leurs membres au complet, et qui se réveillent, etc. Il y a tout un point de vue de l'histoire de l'art, c'est très intéressant. Mais la chirurgie va beaucoup plus loin. Car un certain nombre de chirurgiens vont, dans l'entre-deux-guerres, considérer que les progrès de la chirurgie, des anesthésies, etc., je passe sur les détails, peuvent bien permettre d'aller plus loin et de régénérer par la chirurgie. Et là, vous avez en particulier le développement de ce qu'on peut appeler toute une chirurgie sexuelle. Une chirurgie sexuelle qui est jugée nécessaire pour enrayer la dégénérescence de la civilisation occidentale. Au fond, après la Première Guerre mondiale, l'homme occidental, c'est plus ça du tout. Voilà. Ça a été une guerre civile européenne, l'homme occidental a besoin d'être régénéré après un tel cataclysme. Alors, qu'est-ce qu'on met sur pied? Et là, ce dont je vais vous parler, ça va peut-être vous paraître délirant, mais c'est une réalité, ça a touché quand même un certain nombre de gens, des milliers de personnes. Différentes techniques de vasectomie, par exemple, mais la plus extraordinaire, évidemment, c'est Serge Voronov, médecin russe installé à Paris, qui est entre la Sorbonne, la France, etc. C'est des gens qui ont tout à fait pignon sur rue. Et lui, il va mettre sur pied des greffes testiculaires de singes.
Et là, on retombe sur un débat qu'on évoquait ce matin. Les grands singes, beaucoup plus virils, beaucoup plus... Mais c'est ce qu'explique Voronov. Hein, voilà, tandis que vous allez voir, et donc il se lance dans des greffes testiculaires, et en promettant à ses patients le rajeunissement, la revitalisation. La collègue qui avait travaillé là-dessus disait d'ailleurs, dans une approche un peu de genre, mais là c'est tout à fait juste, hein, une démarche de virilisation, de revirilisation, c'est absolument incontestable. Et à cet égard, eh bien, la force de l'animal pouvait compenser la faiblesse de l'homme et permettre à l'homme anémié du premier conflit mondial de retrouver sa vigueur, sa virilité, etc., etc. Et Voronov est tout à fait clair. Un jour, écrit-il, je serai peut-être capable de produire le super-homme. C'est lui qui parle. Un jour, je serai peut-être capable de produire le super-homme. Alors, ce super-homme, est-ce qu'il annonce le transhumanisme et l'homme augmenté de notre 21e siècle? À certains égards, oui, bien entendu, parce que là, on entre dans un débat, vous voyez, on était avec Coutreau dans des débats très généraux. Là, on est avec l'introduction de la chirurgie sur tout un débat sur les techniques médicales, ce qu'elles permettent, etc. Et vous savez comme moi qu'on est très loin dans l'entre-deux-guerres, de la microchirurgie, enfin de tout ce qu'on peut connaître aujourd'hui, bien entendu, en termes médicaux. Alors, voyons maintenant, dans les quelques minutes qui restent, les défis contemporains et la question, effectivement, de la filiation qui peut s'opérer entre cette empreinte de l'entre-deux-guerres et ce que l'on connaît aujourd'hui. Alors, je vous mettrai en garde quand même sur la difficulté, ça pour le coup c'est toujours l'historien qui est quand même un peu obsédé par le contexte, si vous voulez, de tracer des lignes droites, de méfier de l'histoire des idées, pour le dire clairement. J'adore l'histoire des idées, mais à condition de s'en méfier. En oubliant quand même pas le contexte. Oui. Bon, tracer une ligne droite entre les discours des années 30 et l'homme augmenté contemporain, attention. Premier élément, attention à un danger analogique, téléologique, c'est pas parce qu'on irait compter 25 fois le mot transhumanisme qu'on avancerait. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière? Et de ce point de vue-là, Coutreau, c'est pas Nick Bostrom, si vous voulez. C'est quand même... il y a l'eugénisme, il y a l'évolutionnisme, il y a une colonne vertébrale, c'est certain, mais il y a des déclinaisons évidemment bien particulières qui sont liées au contexte. Autre élément important, c'est, et ça, moi, ça me paraît fondamental pour la période, les temps qui nous occupent, c'est la nécessité d'articuler la réflexion sur le transhumanisme d'aujourd'hui avec les développements de la machine, de la technique, de la technologie. Je pense que les enjeux sont là. C'est-à-dire que ce qui pouvait apparaître comme une vision de long terme, quand Voronov dit « je veux faire le super-homme, je ne sais pas si j'y arriverai », aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre de techniques qui permettent d'aller beaucoup plus loin que ce que pouvait faire Voronov avec ses grands singes et leurs testicules. Alors, j'insiste là-dessus justement, parce que c'est un élément sur lequel cette question des progrès techniques, technologiques, c'est un élément qui préoccupe d'ailleurs beaucoup un certain nombre de spécialistes. Et je pense en particulier à des gens comme Jacques Testard ou André Rousseau, qui ont écrit un livre que je trouve tout à fait intéressant, Au péril de l'humain. Ils insistent sur, je les cite, les ruptures technologiques sans précédent, la transformation radicale de l'humain qui pourrait en découler. Je les cite, et là, je ne pense pas qu'ils connaissaient forcément la Première Guerre mondiale, et ce que je vous ai dit sur l'homme réparé, mais leur citation s'emboîte parfaitement, me semble-t-il, avec ce que je vous ai dit. L'homme du XXIe siècle sera-t-il seulement réparé ou amélioré, connecté, hybridé? Et là, dans ce débat sur la réparation, on est constamment, d'ailleurs, y compris du côté des discours du transhumaniste, dans un débat un peu faussé. J'ai de l'arthrose, j'ai besoin qu'on remplace une hanche pour me mettre une hanche. Bon, c'est une forme de réparation.
non, vous dites, oui, non, mais attention, voilà. Vous voyez, donc, si vous acceptez la hanche, vous pouvez accepter tout le reste. Oui, mais vous voyez, donc on est vraiment dans un débat, pour le coup, qui est un débat déjà ancien, hein, sur la réparation, la transformation, dont les médecins sont eux-mêmes tout à fait conscients, parce qu'évidemment, on est à l'heure de l'avènement des technosciences, de l'homme augmenté, etc. Car aujourd'hui, de quoi parle-t-on? D'implants cérébraux, d'organes de rechange, de peau artificielle, de protèges de bioélectronique, de nanomédecine, etc., etc. La question du corps est absolument centrale. On parlait ce matin de la question d'un eugénisme libéral, je vais y revenir. De ce point de vue, la question du corps est absolument centrale, à cause en particulier de cette fusion, en quelque sorte, qui peut s'opérer entre les corps et la technologie. Alors, je voudrais justement insister là-dessus, sur justement l'argumentaire des transhumanistes par rapport à la question de l'homme augmenté. Que disent les transhumanistes en règle générale à ceux qui justement soulignent cette différence entre la réparation, la transformation, etc., etc. Eux, ils raisonnent en évolutionniste. Ils vous disent, voilà, c'est une continuité. Il y a une évolution vers un progrès dont le transhumanisme n'est qu'une étape supplémentaire, ne vous inquiétez pas, ça continue, il n'y a pas de problème de ce point de vue. Et puis, je reprends une formule d'Olivier Rey, son texte est très bon sur son livre « L'heure et manière du transhumanisme », quand Olivier Rey souligne, et a raison, hein, que bon, pour leurs adversaires, pour les transhumanistes, leurs adversaires sont ravalés à, je le cite, hein, la part stupide de l'humanité qui de tout temps a été rétive au progrès. Et quand on lit effectivement cette prose, d'un côté, les transhumanistes vont se définir comme des bioprogressistes, et leurs adversaires ont le choix d'être qualifiés de bioconservateurs ou de bioludites. Alors là, bioludite, c'est déjà plus subtil. Hein. Je rappelle que les ludes, hein, c'était tous les combats menés en Angleterre par un certain nombre d'ouvriers contre les machines. Donc si vous qualifiez quelqu'un de bioludite, je ne suis pas sûr qu'il va comprendre immédiatement de quoi il s'agit. Mais c'est un élément important parce que derrière cette condamnation, au nom du progrès, il y a cette idée que, en réalité, on l'entend sur plein d'autres domaines, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas que la question du transhumanisme qui est en cause ici. Pas d'autre alternative. Est-ce aussi nouveau, ce discours? Non. Revenons aux années 50 et employons un mot qu'on n'a pas encore employé depuis ce matin, la cybernétique, qui est quand même, à mon avis, un pont entre toutes nos périodes. Enfin, nos périodes. Norbert Wiener, le maître à penser de la cybernétique, explique dans Cybernétique et Société, on est dans les années 50, nous avons modifié notre environnement de façon si radicale que nous devons maintenant nous modifier nous-mêmes pour vivre au sein de ce nouvel environnement. Sous-entendu, on est devant une logique en quelque sorte de fatalité. Alors, à cet égard, effectivement, le transhumanisme s'inscrit bien dans la continuité des discours sur l'homme nouveau ou l'homme augmenté, en combinant évolutionnisme et eugénisme. Là, je crois que, de ce point de vue, la place du transhumanisme dans le colloque, elle ne souffre, à mon sens, pas la discussion. Par ailleurs, j'ajouterais que, et ça renvoie au débat qu'on avait ce matin sur l'eugénisme libéral, à l'heure d'un individualisme croissant, le transhumanisme a et est porteur d'un certain nombre de réponses aux désirs, aux appétences, aux souhaits d'un certain nombre d'individus. Pourquoi? C'est comme notre trahir du néolibéralisme. Pourquoi? Parce que d'abord, au nom de son corps et de la liberté de son corps, chacun est réputé pouvoir se livrer à ses propres transformations. Pourquoi empêcheriez-vous monsieur un tel, madame un tel ou Yen de se livrer à une transformation sur son propre corps? Premier élément très important. C'est un nouveau modèle. Pourquoi vous y opposeriez-vous? Chacun est à même de construire son corps. J'ajoute par ailleurs qu'il y a aussi derrière cela, ne l'oublions quand même pas, un marché potentiel. Il y a
des éléments d'économie tout à fait essentiels et, de ce point de vue, des segments de clientèle assurément intéressants. Quand Voronov et Steinbach se livraient à leurs opérations chirurgicales dans les années 20, leurs patients n'étaient pas des individus pauvres. Hein. Il fallait quand même se payer ces opérations. Donc il y a des enjeux évidemment économiques importants. Donc il y a incontestablement une version néolibérale du transhumanisme, et c'est celle dont on parle d'ailleurs le plus souvent. Il y a aussi une version progressiste. Car un certain nombre de transhumanistes disent non, nous ne sommes pas néolibéraux, nous sommes technoprogressistes. Alors nous sommes technoprogressistes, et on a même vu un texte qui s'appelle la Déclaration technoprogressiste, inspiré donc par le bioéthicien américain et sociologue d'ailleurs James Hughes, qui avait publié en 2004 un livre qui s'appelait Citizen Cyborg. Je vous conseille la lecture, Citizen Cyborg. Et qu'est-ce qu'on lit dans cette déclaration technoprogressiste? Eh bien, on dénonce, alors là on dénonce très, très progressiste, le caractère inégalitaire et dangereux du monde contemporain. Bien. Il faut le transformer dans un sens démocratique, et dans quelque chose de relativement convenu, en promouvant des investissements publics dans la recherche médicale consacrés à la lutte contre le vieillissement, on promet une forme d'immortalité, et on garantit un accès universel aux produits de cette recherche. Alors, c'est là où c'est intéressant. D'un côté, il y a le droit à l'autodétermination individuelle, mais cette déclaration technoprogressiste insiste aussi sur le fait qu'elle entend articuler ses projets à ceux d'un certain nombre de groupes sociaux bien identifiés. Ces groupes sociaux bien identifiés, avec lesquels une alliance serait possible, syndicats, mouvements pour l'extension des droits relatifs à la reproduction, groupes défendant une politique moins répressive sur l'usage des drogues, mouvements militants pour les droits des handicapés, groupes représentant des minorités sexuelles ou de genre. Voilà. On est dans un projet tout à fait identifié. Alors, ça permet à ces transhumanistes progressistes d'insister sur la nécessité d'une union internationale, un transhumain de tous les pays, unissez-vous, c'est ce qu'ils expliquent en anglais. J'ajouterais malgré tout que ce transhumanisme, qui se veut social, solidaire et progressiste, bon, pour le moment, pas plus d'ailleurs que le transhumanisme d'inspiration libérale, n'a réussi, j'allais dire, à peser directement dans la vie politique des sociétés. Il y a eu un parti qui s'est mis en place en Grande-Bretagne, bon, ça n'a pas donné de résultats électoraux conséquents. En réalité, et ce sera ma dernière phrase, ce n'est pas parce que, si vous voulez, cette question n'a pas forcément dans la vie quotidienne ou dans la vie politique directement une réalité ou un impact immédiatement perceptible que ces débats sont dépourvus d'intérêt, bien au contraire. Je pense que nous sommes devant un enjeu absolument fondamental. Si on songe en particulier aux investissements consentis, notamment aux États-Unis, en Europe, en faveur de ces démarches où arrive à se lier, et c'est là où c'est compliqué, la technologie émergente, l'intelligence artificielle, les MBIC. Tous les investissements, effectivement, ne visent pas à construire, évidemment, un projet transhumaniste, mais pour les transhumanistes, c'est bien par là que doit passer ce qu'ils considèrent comme un avenir radieux, ce qui, pour d'autres, peut être assimilé à un cauchemar technologique. Je vous remercie.